L'Europe d'aujourd'hui a été mal gérée pendant les années passées. Et donc, ce qu'il faut, c'est une autre Europe. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est retourner vers l'arrière et se retrancher derrière les frontières nationales. C'est certainement pas une solution. Mais simplement continuer comme on le fait maintenant, comme les conservateurs et les socialistes plus ou moins le proposent, ce n'est pas une solution non plus. Donc il faut convaincre les citoyens en disant, voilà, pour sortir de la crise, il faut une autre Europe. C'est-à-dire, il faut une Europe beaucoup plus intégrée. Et cette intégration de l'Union européenne va être le moteur pour créer davantage de places de travail et de croissance économique dans les années à venir. On peut le comparer un petit peu avec ce qu'a fait Jacques Delors dans le temps. Il a lancé l'idée du marché intérieur et ça a été le moteur de la croissance en Europe pendant presque 15 ans, 20 ans. Il faut faire exactement la même chose maintenant. C'est-à-dire l'union bancaire doit de nouveau faire de sorte que l'argent sort des banques vers l'économie réelle. Parce que pour le moment, c'est pas le cas. Le marché unique des capitaux en Europe va faire baisser les taux d'intérêt en Europe, puisque ces taux sont trop élevés, certainement pour les petites et moyennes entreprises. La politique commune au niveau énergétique doit faire baisser les prix de l'énergie en Europe, parce qu'ils sont plus élevés qu'aux États-Unis. Le marché unique au niveau des services et au niveau digital doit faire renaître, je dirais, l'innovation dans un domaine où on a un retard gigantesque comparé aux Américains, parce que toutes les grandes entreprises, Google, Twitter, Facebook, sont tous des entreprises américaines. Voilà la solution pour la crise. La solution pour la crise, c'est pas de se retrancher derrière les frontières nationales. Ce n'est pas, comme certains le disent, de recommencer avec les dettes, en faisant de déficit et des dettes. La solution, c'est vraiment utiliser plus d'Europe pour sortir de la crise. Vous avez parlé des frontières nationales. Bon, là, il y a aussi un repli identitaire, nationaliste extrême. Il va falloir compter avec lors de ces élections. Parce qu'il n'y a pas d'alternative. S'il n'y a pas d'hommes politiques qui ont le courage et la vision pour dire aux citoyens, voilà la direction, voilà la sortie de la crise, c'est normal que les gens ont peur pendant une période de crise, et alors tombent dans le piège des nationalistes, qui disent, voilà, c'est clair, c'est simple, tous nos problèmes vont disparaître si on va se retrancher derrière les frontières nationales. Il ne va plus y avoir de changement climatique, la migration illégale va s'arrêter, la crise financière va disparaître, ce qui est naturellement, ce sont des mensonges. Tous ces problèmes ne peuvent qu'être résolus au niveau européen. Le changement climatique, ça ne s'arrête pas à la frontière. Et la crise financière, les produits toxiques qui viennent de l'autre côté de l'océan Atlantique ne vont pas s'arrêter aux frontières non plus. Donc il faut une régulation au niveau européen. La même chose pour les défis énergétiques. On le voit maintenant. On est trop dépendant des Russes et on n'est pas capable vraiment de réagir d'une manière convenable quand il s'agit, par exemple, de l'affaire de la Crimée ou de l'Ukraine, parce qu'on est dépendant d'importations de la Russie. Tandis qu'entre-temps, les Américains sont devenus complètement indépendants. Ils sont devenus nets exportateurs de produits énergétiques. Nous sommes encore des grands importateurs, surtout de la Russie. Voilà le vrai défi, c'est de dire aux gens, ne croyez pas les nationalistes, c'est des mensonges. On l'a déjà vu multiples fois dans le passé. Sortir de la crise, c'est vraiment ensemble qu'il faut le faire, avec une toute nouvelle approche où on utilise l'Europe comme un moteur de croissance. Vous avez parlé d'une grande alliance européenne multipartite. Non, multipartite, je vois, en tout cas, nous sommes l'alternative pour les eurosceptiques et les nationalistes, mais au même moment, nous sommes aussi l'alternative pour les conservateurs et les socialistes, parce que, enfin, disons-le, ils disent presque exactement la même chose, tout d'abord. Ils gèrent ensemble l'Europe. Bon,
Dans la moitié des pays, c'est les conservateurs qui sont au pouvoir. Dans l'autre moitié, c'est les socialistes. Mais le résultat est exactement le même. C'est la crise. Et donc, il faut d'autres recettes. Ça veut dire pas tomber dans les recettes du passé. Donc, ça veut dire faire des dettes pour sortir de la crise. Ça ne fonctionne pas. Au contraire, ça a été la source de beaucoup de nos problèmes d'aujourd'hui. Vraiment sortir de la crise, il faut le faire. Voyons ce que les Chinois font, les Indiens font, les Américains font. Ils travaillent ensemble et ils lancent des politiques communes et des stratégies au niveau de leur empire, je dirais, parce que ce ne sont pas des nations, ce sont des empires. Il faut faire exactement la même chose. Comment on peut se défendre contre, par exemple, les pratiques de dumping des Chinois quand ils mettent des panneaux solaires sur nos marchés? Comment on peut le faire en commençant une guerre individuellement contre les Chinois? Les pays tout seuls vont négocier un accord avec les Chinois? Ça ne va jamais marcher. C'est l'Europe qui doit faire ça, qui doit montrer sa force dans des négociations pareilles. Et c'est seulement ensemble qu'on peut le faire. Il faut le dire, ce que je dis ici, c'est pas nouveau. Dans toutes les analyses qu'ils ont faites au niveau mondial, on dit exactement la même chose. L'FMI fait un rapport sur les problèmes de l'euro, on dit il faut intégrer, il faut faire un saut en avant dans l'intégration européenne. Le ministère des Finances américain font des analyses sur la crise en Europe, ils disent exactement la même chose. L'OCDE, à Paris, ça c'est de l'organisation des pays les plus riches au niveau mondial, fait une analyse de la crise autour d'eux et disent exactement... Donc tout le monde sait ça. Ce n'est que nos hommes politiques qui n'ont pas le courage de le faire. Et la conséquence en est que les gens tombent alors en désarroi, ils ont peur et ils tombent dans les mensonges des nationalistes. Voilà. C'est ça la tragédie de l'Europe pour le moment. Alors imaginons vous devenez président de la Commission européenne. Quelle est la première chose que vous faites? C'est surtout changer la méthode de travailler et donc utiliser directement la Commission européenne comme un vrai gouvernement européen qui prend la tête des opérations, qui développe une vision et qui met des paquets législatifs sur les bancs du Parlement et les bancs du Conseil, justement pour obliger les États, pour obliger le Conseil européen à prendre ses responsabilités. Maintenant, c'est pas le cas. J'ai eu des multiples discussions, débats avec M. Barroso, à qui j'ai dit, mais pourquoi, si vous avez la vision, vous ne le traduisez pas dans un paquet législatif qui oblige le Conseil européen, comme Delors le faisait dans le passé. Il avait une idée du marché intérieur, il mettait la proposition sur la table. Et finalement, on l'a eu. Ce que fait M. Barroso, il téléphone d'abord à Paris, puis à Berlin. Normalement, c'est à l'envers. D'abord à Berlin, puis à Paris. Et ce n'est qu'au moment où il a le feu vert de ces deux pays qu'il ose présenter quelque chose. Mais c'est pas comme ça qu'on va sortir de la crise, puisque les États, les grands États, ils défendent leur propre intérêt. Et ce qu'il faut défendre aujourd'hui, c'est l'intérêt du citoyen européen. Quoi qu'il en soit, la Commission n'a pas le pouvoir de décision. Non, mais elle a le pouvoir de initier une proposition. C'est la seule institution. Le Parlement ne peut pas le faire. Le Conseil ne peut pas le faire. Mais, et donc, si la Commission ne le fait pas, alors rien ne se passe. Et c'est ça qui s'est passé les dernières années. Je ne dis pas qu'on n'a pas fait des pas en avant, l'union bancaire, renforcer le pacte de stabilité, pour que les règles sont appliquées finalement dans l'union monétaire, mais c'est pas assez. C'est toujours, ça a toujours été des petits pas qui n'ont pas convaincu les marchés et qui n'ont pas fait revenir la confiance qui est capitale pour investir dans une économie. On le voit très bien. Dans l'économie, quel est le problème fondamental en Europe? C'est que le transfert d'argent des banques envers l'économie réelle est bloqué. Et le montant de crédit qui est donné à des entreprises, surtout à des petites et moyennes entreprises en Europe, baisse mois après mois, encore maintenant. Donc il faut le plus vite possible développer une autre approche, une autre politique, lancer une alternative, parce qu'autrement cette crise va continuer.
vous dites profondément européen depuis toujours. Qu'est-ce que c'est être un Européen? Pour moi, c'est surtout appartenir à une civilisation, c'est-à-dire à la culture européenne. C'est donc lire de Proust en France ou un roman russe ou la musique de Mozart et de Bach, l'architecture qu'on trouve dans les grandes villes européennes et qui est basée sur les mêmes tendances, les mêmes exploits, je dirais. Ça c'est pour moi l'Europe. L'Europe, ça a été toujours pas un groupe de pays monolingues, monoethniques. Non, ça a été un mélange de styles, de cultures, de langues. Et ça a donné, de ça est sorti une sorte de civilisation européenne qui est unique. Et donc, pour moi, c'est ça qui est le plus important, d'appartenir à cette civilisation. Et il ne faut pas qu'elle disparaisse par manque de courage des hommes politiques pour unifier le continent. C'est pas une idée un peu luxueuse en ce moment? Mais c'est pas luxueuse du tout, pas luxueuse du tout, parce que c'est la base justement pour résoudre nos problèmes économiques. Il faut, et si on comprend cela qu'on est une civilisation, ça veut aussi dire que par une plus grande intégration au niveau européen, on peut surmonter les problèmes économiques. On peut faire baisser le taux de chômage en Europe, le taux de chômage surtout pour les jeunes. Prenez par exemple Erasmus+, un nouveau programme qu'on a lancé maintenant, par laquelle des jeunes, pas seulement des gens qui sortent des universités, mais aussi des stagiaires, des travailleurs, des jeunes travailleurs, peuvent trouver un boulot dans un autre pays. C'est l'Europe qui va nous faire sortir de nos problèmes. Et le fait que c'est basé sur une civilisation commune, ça doit certainement aider. Vous gardez toujours un réel enthousiasme, une réelle passion. La passion, sans la passion, la politique n'est pas possible. S'il y a des gens qui disent non, la passion c'est la base. Si on n'est pas passionné par la politique, il faut faire quelque chose d'autre, mais pas la politique. Moi, je dis toujours aussi, oui, c'est vrai que qu'on essaye de trouver un certain pouvoir, mais le pouvoir justement pour changer les choses, pour rectifier des injustices dans la société. Je dis toujours, un homme politique qui dit au grand public, oui, je fais de la politique, mais c'est pas pour le pouvoir. Alors, je me demande pourquoi il fait. Pour avoir, je ne sais pas, un statut, un revenu et tout ça. Non, c'est nécessaire dans la politique de rechercher une partie du pouvoir justement pour faire quelque chose de positif dans la société. Et il faut le faire avec du passion parce qu'autrement, ça ne mène à rien du tout. Après ces élections, il y aura le choix du nouveau président de la Commission. Si ce n'est pas vous, que faites-vous ? Moi, je suis le chef de groupe des libéraux en Europe, donc je vais continuer. Mais c'est vrai que j'espère que les citoyens en Europe peuvent me soutenir pour devenir le chef de l'exécutif en Europe. Oui. Même si mathématiquement les statistiques sont non, mais mathématiquement il faut une majorité. Et pour faire une majorité, il faut un accord. Donc aucun groupe politique au Parlement européen est suffisamment fort pour le faire tout seul. Donc c'est comme dans chaque démocratie où il y a un système proportionnel, ce sera nécessaire de faire une coalition et de négocier. Merci beaucoup.